comment Michael Corleone en est arrivé là. Et quelle part de toi, si tu la regardes pas, finira par te gouverner aussi. Michael Corleone pensait être différent, il pensait contrôler sa vie, contrôler ses émotions, contrôler les gens autour de lui, et pourtant, à la fin de sa vie, il a tout perdu, il est seul, c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui, comment il en est arrivé là, mais surtout, comment ne pas se retrouver dans la même situation. Qui vous pensez être vs qui vous êtes vraiment, c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui, la tragédie de Michael Corleone. Je suis Mickaël Marino, je suis ciné-coach. Alors qu'est-ce que c'est que le ciné-coaching ? C'est très simple, c'est le mélange de deux regards. Un premier regard qui est tourné vers l'intérieur, c'est-à-dire en s'identifiant au personnage, mieux réussir à ressentir ses émotions pour ensuite mieux réussir à sentir vos émotions et dans le même temps réussir à développer, donc ça c'est plutôt la présence, être présent dans sa vie, et puis dans le même temps réussir à développer un autre regard qui est plutôt un regard extérieur à soi, en décalage et qui permet de mieux comprendre comment on fonctionne, comment on interagit avec les autres, comment les situations dans lesquelles on vit, se créent, fonctionnent et comment on peut les faire évoluer. Et donc ce second regard c'est plutôt la conscience. Voilà. Et donc la combinaison de ces deux regards, c'est exactement ce qu'on va faire en regardant 3 extraits. Je vais vous montrer comment mieux comprendre chacun de ces regards et surtout, le 3e point, avec quoi vous repartez, comment on peut s'en servir pour apprendre des choses sur nous-mêmes et utiliser le cinéma et les films comme des outils de développement personnel. Et donc aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on va faire avec 3 extraits du Parrain et on va répondre à cette question. Comment, si vous refusez de voir une partie de vous-même, si vous rejetez une partie de vous-même que vous acceptez pas parce qu'elle n'est pas parfaitement lumineuse, donc votre ombre, en fait, elle finit par vous gouverner et par décider de votre vie. Ça me fait penser, je vous mettrai là, voilà, ça marche. Je vous mettrai là le lien vers un article que j'ai fait sur mon site lundi qui portait sur une problématique légèrement différente du Parrain, toujours autour du parcours de Michael Corleone, qui était comment en fait une succession de mauvais choix vont l'entraîner sur la mauvaise piste, puis sur la mauvaise pente, et puis définitivement à être quelqu'un d'autre que ce qu'il voulait être et que ce qu'il pensait être. Aujourd'hui, on se concentre plutôt sur l'histoire qui se raconte à lui-même et comment, en se mentant à lui-même, dans la même logique que l'article de lundi, il rentre dans un engrenage dont il ne va pas pouvoir réussir à sortir. Et donc c'est parti, on va regarder le premier extrait. Donc dans le premier opus de la trilogie, Michael arrive au mariage de sa sœur Connie avec Kay, qui compte présenter donc à l'ensemble de sa famille. Donc on va avoir un contexte festif. Donc là, c'est toute la dualité de la mafia qu'on va voir donc pendant tout l'épisode. À la fois, ce sont des criminels qui tuent, qui violent, qui menacent, etc. Mais en même temps, ils ont aussi des valeurs traditionnelles, familiales. Et donc c'est ce qui fait toute la dualité de la mafia et aussi toute la dualité de Michael Corleone. On va le voir juste après. Là, l'extrait qu'on va regarder, c'est aussi l'extrait où pour la première fois, il va mentir à Kay. Et donc ça se passe au mariage de Connie. Je suis sûr que vous connaissez cette phrase, ce dialogue par cœur tellement il est culte. On les regarde arriver au mariage et surtout, j'accélère un petit peu, on regarde la scène où Michael raconte les activités de son père à Kay et comment il va à la fois lui mentir et se mentir à lui-même. Allez, c'est parti. Mike. Mike, you never told me you knew Johnny Fontaine. Sure. You want to meet him? Huh? Oh, sure. My father helped him with his career. He did? How? Let's listen to the song. No, Michael. This heart I bring you, Please, Michael. Tell me. my darling, until I saw you. Well, when Johnny was first starting out, he was signed to this personal service contract with a big band leader. And as his career got better and better, he wanted to get out of it. Now, Johnny is my father's godson. And my father went to see this band leader. And he offered him $10,000 to let Johnny go. But the band leader said no. So the next day, my father went to see him, only this time with Luca Brasi. And within an hour, he signed a release for a certified check of $1,000.
How'd he do that? My father made him an offer he couldn't refuse. What was that? Luca Brazzi held a gun to his head, and my father assured him that either his brains or his signature would be on the contract. That's a true story. Ma pallarezza stunga morì. That's my family, Kay. It's not me. Donc on vient de voir la fameuse scène où donc Michael et Kay sont au mariage de Connie. Il y a Johnny Fontaine qui est en fait l'alias de Frank Sinatra, dont on connaît les liens avec la mafia, qui chante pour le mariage de Connie. Donc Kay lui demande mais comment est-ce qu'ils connaissent, est-ce qu'il fait partie de leur famille, et Michael lui glisse que son père l'a aidé dans sa carrière. Elle lui demande comment, et donc il lui raconte l'anecdote d'une négociation de contrat. Johnny était qu'un premier producteur ou agent, représentant, coincé dans un contrat. Il voulait en sortir quand sa carrière a commencé à décoller. Évidemment, sentant la poule aux œufs d'or, l'agent a refusé. Il lui a proposé donc son parrain d'abord $10,000, qu'il a refusé. Et puis, il a accepté pour seulement $1,000. Donc, évidemment, Kay se demande comment il a conduit cette négociation. Tout simplement avec une arme et avec Luca Brazzi qui pointait cette arme sur lui pendant la négociation. Donc soit il signait le contrat soit il signait le contrat pour $1,000 et il avait la vie sauve, soit en fait c'est son sang qui se serait retrouvé sur le contrat. Voilà. Et donc Michael conclut ce paragraphe-là, ce moment, par dire c'est ma famille, c'est pas moi. Et en fait, avant de rentrer dans le détail, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, les deux sont mélangés. C'est-à-dire qu'à la fois, donc le parrain, le père de Michael, menace violemment quelqu'un, mais en même temps, il fait pour défendre un proche, quelqu'un qu'il considère comme de sa famille. Et donc, les deux sont mêlés, c'est-à-dire les sentiments familiaux et la vengeance et la violence et la criminalité. Et donc, au fond, c'est la première chose que Michael ne voit pas, c'est qu'en fait, sa famille, c'est à la fois une famille et des criminels, mais les deux sont imbriqués, ils sont pas séparables. Et donc Michael, il est là et il dit ok, attention, c'est ma famille, c'est pas moi, comme si les choses étaient extrêmement séparées. Et effectivement, c'est le petit dernier, c'est le chouchou, il a fait la guerre pour les États-Unis, d'ailleurs là il est en uniforme, il a été décoré, donc c'est le seul à avoir combattu pour les États-Unis, donc il se conserve plus comme un Américain que comme un Italo-Américain, en tout cas c'est ce qu'il raconte. Il a aussi, et c'est le seul également, le désir de se marier avec une américaine, protestante et non catholique. Et donc, au fond, Michael a le sentiment d'être différent. Et donc, vous allez voir, là, on va appliquer donc, le double regard. Vous allez mieux comprendre comment le ciné-coaching peut vous aider à grandir. Et donc on commence avec le regard émotionnel. À votre avis, qu'est-ce qu'il ressent, Michael ? Et donc là, la première chose qu'on peut évoquer, c'est que probablement, il y a un premier, comme je vous le disais déjà de manière induite, il y a le désir d'être un bon Américain. Il veut être quelqu'un de bien, être quelqu'un de respectable. Il veut redonner au nom Corleone un nom respectable. C'est pour ça qu'il s'est engagé dans l'armée. Et donc, il veut être un bon Américain, intégré, marié à une Américaine, etc., etc. Donc ça, c'est le désir conscient, c'est ce qu'il ressent. Et donc c'est pour ça qu'il lui dit « Je ne suis pas cette personne, moi, la personne que je suis, c'est celui que tu connais. » Et donc ça, c'est son désir conscient, donc c'est ce qu'il a envie de réaliser, et donc c'est la personne qui veut incarner et qui fait croire finalement à Kay qu'il est entièrement. Mais ce qu'il refuse de voir, son ombre, et donc il y a aussi des désirs, son ombre, c'est qu'il a aussi, d'une certaine manière, envie d'être la continuation de son père. C'est-à-dire son père, on le voit dans l'épisode 2, a émigré aux États-Unis parce qu'il a été victime de violences quand il était enfant. Son père, son frère et sa mère ont été assassinés. Il est arrivé seul aux États-Unis, il a dû se construire seul, sans aide, dans un moment où les États-Unis sont quand même assez pauvres, notamment pour les immigrants. Et donc, je ne vais pas justifier le fait de rejoindre une mafia, mais en tout cas, il a eu moins d'options pour s'élever socialement, pour avoir une vie moins difficile, et aussi le désir du pouvoir et de l'argent, d'autres recours. Et donc finalement, Michael, il s'inscrit dans ce parcours familial. Il a le désir de lui aussi avoir de l'argent et du pouvoir, mais de manière légale, de manière respectable, de devenir une grande famille, un petit peu comme, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a pas mal de podcasts sur le sujet, comme la famille Kennedy, qui a largement financé et été financée par
la mafia, donc le père de John Fitzgerald Kennedy, a été partenaire de la mafia, donc ça c'est assez documenté. Et puis quand il a commencé à devenir très très riche, il a commencé à s'en éloigner, et finalement il a réussi à faire de sa famille, avec un président, un ministre de la Justice, et puis maintenant encore un deuxième ministre de la Justice, une famille tout à fait respectable, même si peut-être en ce moment c'est un peu moins le cas. Donc il y a ce même désir chez les Corleone, il y a ce même désir chez Michael. Et donc, dans une certaine mesure, il y a le désir de s'affirmer aussi comme un héritier de son père, avec le même objectif global, mais d'une façon différente, plus en ligne avec le développement de la famille et son époque. Mais ce que voit pas complètement, et donc c'est son dernier désir inconscient qui vient de l'ombre, mais que voit pas complètement Michael, donc on arrive ensuite sur le second regard, c'est qu'au fond, il a aussi des valeurs familiales très très fortes. Comme il ne regarde pas son ombre, il n'arrive pas à faire le tri entre ce qu'il garde de sa famille et ce qu'il laisse. Or là, ce qu'il garde très clairement, c'est les valeurs familiales, la tradition, la loyauté. Et donc, en ça, il a aussi une continuité de sa famille. Or, on va le voir par la suite, mais ça va être difficile pour lui, quand il va leur arriver des choses violentes, de complètement séparer à la fois les personnes qu'il aime de ce qu'ils font, puisqu'en fait, ils sont les mêmes personnes, et c'est ce qui va lui faire mettre un doigt dans l'engrenage, on va le voir juste après. Et donc vous voyez, en fait, si on regarde les désirs conscients et inconscients de Michael, il est beaucoup plus ambivalent, ambigu, il y a vraiment une dualité beaucoup plus forte en termes émotionnels qu'en termes de ce qu'il verbalise et de ce qu'il dit à Kay. Ce qu'il dit à Kay, c'est « moi, je suis pas comme eux, je suis différent, je suis en dehors de ça, c'est pas ma vie, je suis un bon Américain, je vais faire les choses de manière respectable. » Et en fait, quand on regarde bien l'ensemble de ces désirs, il y a une loyauté, il y a un désir de continuer l'histoire familiale, et donc il y a des désirs qui sont beaucoup plus contradictoires, beaucoup plus complexes, et il y a une dualité qu'on va voir dans le reste de l'épisode, qui le torture, qui lui fait avoir des doutes, et qui est aussi toute la beauté de ce personnage, toute la complexité qui fait qu'on est avec lui, parce qu'il doute, parce qu'il hésite, et il a envie de faire les bonnes choses, mais il n'y arrive pas toujours parfaitement. Et donc en ça, évidemment, on est en empathie complètement. Et donc on passe au regard extérieur. À votre avis, qu'est-ce que vous avez vu que Michael ne voit pas et qui va mettre le doigt dans l'engrenage? Alors la première chose que moi personnellement j'ai vue, c'est qu'à mon sens, Michael il se construit en opposition à sa famille. C'est-à-dire il ne dit pas à Kay, mes valeurs sont ceci, moi j'ai envie de vivre comme ça, etc. Il leur dit je ne suis pas comme eux. Et cette phrase elle est vraiment révélatrice à plusieurs égards. La première chose qu'on peut en tirer, c'est qu'en fait il s'est construit en opposition. Il se pense différent de sa famille, il se pense, et donc on va le voir juste après, immaculé, complètement en dehors de ça, mais en réalité, le désir de partir, faire la guerre, le désir de s'engager dans l'armée, c'est une façon de provoquer sa famille, c'est une façon de provoquer une réflexion chez eux sur leur rôle, leurs valeurs, aussi l'illégalité de leur activité, les conséquences mortelle de leur activité. Et donc en faisant ça, il les provoque, sauf que la provocation, la rébellion, c'est une façon de vivre qui est dictée par les autres et qui n'est pas dictée par ses propres désirs. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est assez proche, à mon sens, c'est que Michael, il fait preuve d'orgueil. C'est-à-dire en disant « c'est eux, c'est pas moi », ce qu'il leur dit, c'est « moi, je suis différent, moi, je suis mieux, moi, je trempe pas là-dedans ». Or, si on prend 2 secondes si on regarde l'ensemble de la scène, il est dans le contrôle émotionnel, il est dans la distance émotionnelle, surtout la distance avec ses propres émotions. Mais la réalité, c'est que ces émotions qui sont juste là en dessous, il y a quoi ? Il y a de la loyauté, il y a de l'affection, il y a de l'amour évidemment pour ses parents, pour ses frères et sœurs. Et la violence dont ils sont capables, la violence qui leur a permis de se construire, notamment son père, et donc c'est lui le chef de famille, c'est lui qui a construit cette mafia et cette famille, il en est aussi titulaire, Michael, même s'il ne le formule pas encore, même s'il ne le dit pas, on le verra après. Le désir de vengeance, le désir de violence, le désir de terminer définitivement ses adversaires et ses ennemis, il est à l'intérieur de lui et comme il ne le regarde pas, il ne va pas être capable de le gérer, il ne va pas être capable de l'accepter et d'en faire quelque chose. Et il va se laisser complètement dépasser par cette haine. On le verra plus tard. Donc ça, c'est le deuxième point. Et donc le dernier point, c'est qu'en fait, il ne voit pas, comme il n'arrive pas à séparer à l'intérieur de lui-même ce qu'il a hérité de sa famille, notamment ses émotions et ce que lui, il désire être et ce à quoi il aspire, et comment les deux sont mélangés et comment il va devoir être très attentif à la ligne rouge, à ne pas la dépasser pour ne pas tomber dans l'engrenage et pas rejoindre sa famille, il ne voit pas justement
quels actes vont le faire se faire prendre dans l'engrenage. Et donc, par exemple, quand il raconte à Kay l'histoire de Tom, son demi-frère, enfin son frère adoptif, là, on voit bien que dans cette situation-là, les choses sont mêlées. C'est-à-dire qu'il y a un vrai sentiment familial, de loyauté, de générosité même de la part de son père, qui a recueilli un enfant qui n'était pas le sien et qu'il a élevé toute sa vie, et c'est toujours le cas, le considère comme si c'était son fils. Donc ça, c'est plutôt généreux, c'est plutôt une belle valeur. Mais dans le même temps, Tom Hagen, il a étudié le droit, mais il n'est pas avocat, il est conseiller de son père, donc il est conseiller d'un chef mafieux. Et donc, Tom Hagen, comme son père, ils ont des points et des valeurs humaines qui sont assez belles, et en même temps, ils sont capables de tuer. Et donc, tant que Michael n'est pas capable de voir cette dualité et le fait que ses proches sont faits de cette dualité et que lui aussi il est fait de cette dualité, il ne sera pas capable, et on va le voir après, de voir où est la limite et comment lui aussi il est capable de franchir cette limite. Donc ça, c'est le premier mensonge de Michael. Et on va voir ensuite donc la progression, c'est-à-dire comment il va se raconter une histoire, comment il va se justifier, rationaliser la réalité pour justement ne pas démonter ce premier mensonge qui est que lui, il est en dehors de la mafia, qu'il n'est pas un mafieux, qu'il n'a pas ce désir d'être mafieux, que la famille Corleone va devenir une famille respectable, puisque lui est respectable, et donc on regarde la suite avec un second extrait. Mais juste avant de regarder justement comment on légitime nos propres mensonges, quelques petites questions pour vous. Donc là, c'est la troisième partie. On a vu donc du coup ce qu'il ressentait, à la fois ses désirs conscients et puis ses désirs inconscients, et puis aussi qu'est-ce que lui, il voyait pas, mais qui est assez clair pour nous, qu'on est capable d'observer, puisqu'on prend du recul et qu'on se décale de sa situation. Maintenant, quelques petites questions pour vous. La première question pour toi, c'est qu'est-ce que tu as ressenti quand Michael a verbalisé cette phrase auprès de Kay et qui s'est mis en dehors de sa famille? Est-ce que parfois, toi-même, tu te mets en dehors de ta famille et tu te dis non, mais attends, moi, je suis pas comme eux, ou de manière générale, au boulot, ailleurs? Est-ce qu'il y a des moments où tu as le sentiment de faire cette phrase, de dire attends, moi je suis pas comme eux? Et ben peut-être qu'à ce moment-là, effectivement, il y a un choix conscient de faire le tri entre ce que tu gardes pas de ta famille, de ton groupe social, d'un groupe de sport, etc. etc. Peut-être qu'à ce moment-là, il y a aussi une ombre que tu souhaites pas regarder. Donc je te laisse répondre avec toi-même. La deuxième question, elle est dans la même logique, c'est est-ce que tu as commencé à faire le tri de ce que tu gardes ou de ce que tu laisses de ta famille, des gens avec qui tu interagis, de tes cercles sociaux? C'est ce que Michael n'a pas fait, ce qu'il n'a pas fait de manière lucide, de manière consciente, et donc ça peut être intéressant si tu ne l'as pas fait, de commencer à y réfléchir, de commencer à poser les choses consciemment, tranquillement, après avoir regardé la vidéo sur un petit papier, une petite colonne de gauche, une petite colonne de droite. Qu'est-ce que tu choisis de garder, qu'est-ce que tu choisis de laisser? Puis la dernière aussi, elle est intéressante, c'est une question de liberté. Là, en regardant Michael donc toujours prononcer cette phrase, et après qu'on ait évoqué ce que ça voulait dire, est-ce que tu as le sentiment de te construire réellement par rapport à tes propres désirs, ton propre élan, ce à quoi tu aspires? Ou est-ce qu'il y a des endroits, il y a des sujets, des actions où tu as le sentiment de te construire en opposition? Voilà. Je te laisse avec cette question. Donc là, on va regarder 3 petits extraits. C'est le même mantra donc, que Michael va se répéter pendant les 3 films, qui est grosso modo l'activité de la famille Corleone sera bientôt légale, elle sera légale dans 5 ans. Il répète à chaque fois dans tous les films de la trilogie. Et donc on va regarder donc, dans chacun des films à quel moment ça arrive et qu'est-ce que ça veut dire. Et donc on commence par donc une scène où, après s'être mis au vert en Sicile, s'être marié en Sicile, avoir laissé Kay complètement à l'abandon, il est à nouveau autorisé à rentrer à New York, il est plus sous la menace des autres familles de la mafia, les autres 5 grandes familles de la mafia new-yorkaise, et donc il va aller retrouver Kay et il va lui dire on peut se remettre ensemble puisque de toute façon maintenant j'ai rejoint la famille et je vais faire de cette famille une famille respectable, légale. Donc il s'est déjà menti au départ sur ce qu'était sa famille et maintenant on va voir qu'il enfonce le clou, il enfonce le mensonge en disant il y a des choses qui sont pas clean mais c'est en train de changer, je fais ce qu'il faut pour que ça change, de toute façon très vite tout sera propre, tout sera respectable. On regarde ça. My father's no different than any other powerful man. Any man who's responsible for other people. Like a senator or a president. Do you know how naive you sound? Why? Senators and presidents don't have men killed. Oh. Who's being naive, Kay? Kay, my father's way of doing things is over. It's finished. Even he knows that.
I mean, in 5 years, the Corleone family is going to be completely legitimate. Trust me, that's all I can tell you about my business. Okay? Donc là, on vient de voir le premier extrait donc, où Michael commence à justifier son propre mensonge. Il est plein de bonne volonté et c'est ce qui fait la beauté de ce personnage, qui est à la fois un personnage tragique parce qu'il ne va pas changer. Ce qui fait, c'est pour ça qu'on est là, quand on change, en fait, au fond, on évite le drama, puisqu'on évite de subir les conséquences de nos propres blessures, de nos propres extrêmes en termes de personnalité. Et donc, le personnage, il est intéressant de Michael parce que justement, il ne va pas changer et subir toutes les conséquences de ce qu'il est. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans le tout premier extrait, dans l'accroche de l'épisode. Ce qui est intéressant, c'est que là, donc pour ce premier mensonge, on voit, il est plein de convictions, il a réellement envie de devenir cette personne et que sa famille devienne la famille qu'il exprime à Kay, c'est-à-dire une famille qui est riche, qui est puissante, mais qui a des activités légales et qui est aussi respectable que toutes les familles puissantes et qui n'est pas plus mouillée dans des affaires louches que les autres familles puissantes. Donc peut-être pas le curseur au max de la respectabilité, de la légalité, mais en tout cas quelque chose qui soit acceptable. Et donc on va voir comment, donc dans les autres extraits, donc, puisque ça progresse au fur et à mesure des 3 films, il va s'enfermer dans ce mensonge, et finalement ce mensonge, cette illusion en fait, va pas lui permettre de voir la réalité et donc dans la réalité faire changer sa famille. Et donc on regarde l'extrait 2, donc là on est dans un autre cadre, ils sont Lactao, ils ont déménagé leurs activités, Michael donc a essayé, il a commencé donc à rendre une partie des activités légales, donc il est en train d'essayer quand même de mettre en place son plan, et donc c'est ça qui est beau. Mais justement, ce qui est beau aussi dans le film, c'est que finalement, ses émotions, ce qu'il n'a pas voulu regarder, son ombre, ce qu'on a déjà évoqué dans le premier extrait, le rattrape, puisqu'en fait, il va être confronté à une situation où un homme politique va avoir un discours donc public très favorable à la famille Corleone, et puis en privé, c'est un discours de mépris, c'est un discours de menace. Et là, en fait, finalement, Michael, il va se trouver assez démuni, puisqu'en fait, il est un mafieux, il est profondément violent, il a une culture de la violence très très forte et de la vengeance encore plus. Et donc quand il est face à ce type de comportement, au fond, il ne sait réagir qu'en mafieux. Et donc là, on voit la dualité, on voit la confrontation à la réalité. Il n'est pas capable de gérer cette situation avec finalement le réseau, les compétences, la négociation ou la pression plus ou moins légale, mais plus douce, d'un homme d'affaires ou d'un politicien. Et donc, malgré lui, pour ses affaires, y compris légales, il va se comporter comme un mafieux et il va retomber dans la menace. Donc là, on va voir finalement comment son désir de rendre les activités de la famille Corleone légales se heurte à son incapacité à se comporter comme la personne qui veut devenir, comme la personne qui voudrait être, c'est-à-dire quelqu'un qui fait des affaires de manière tout à fait légale, ou en tout cas presque, puisqu'on sait que dans les affaires, tout n'est pas toujours complètement clean non plus. Now, my sources tell me that you plan to make a move against the Tropicala. They tell me that within a week, you're going to move Klingman out. That's quite an expansion. However, it will leave you with one little technical problem. The license will still be in Klingman's name. Turnbull is a good man. Yeah, well, let's cut out the bullshit. I don't want to spend any more time here than I have to. You're going to have a license. Price is $250,000, plus a monthly payment of 5% of the gross. Of all 4 hotels, Mr. Corleone. Now, the price for the license is less than $20,000, am I right? That's right. Now, why would I ever consider paying more than that? Because I intend to squeeze you. I don't like your kind of people. I don't like to see you come out to this clean country in your oily hair, dressed up in those silk suits. You try to pass yourselves off as decent Americans. I'll do business with you, but the fact is that I despise your masquerade, the dishonest way you pose yourself and your whole fucking family. Senator,
We're both part of the same hypocrisy. But never think it applies to my family. All right. Some people have to play little games. You play yours. So let's just say that you'll pay me because it's in your interest to pay me. But I want your answer and the money by noon tomorrow. And one more thing. Don't you contact me again, ever. From now on, you deal with Turnbull. Open the door, son. Senator, you can have my answer now if you like. My offer is this. Nothing. Not even the fee for the gaming license, which I would appreciate if you would put up personally. Good afternoon, gentlemen. Hey, I didn't know you were out here. Et donc là, on vient de voir la dualité, la jolie fête, la respectabilité, et puis les menaces donc en backstage quand il se retrouve dans un salon beaucoup plus privé avec le sénateur. On vient de voir aussi que du coup, Michael ne connaît pas d'autres méthodes que les menaces. Et donc là, on sent que déjà, il est un peu plus crispé. Certes, il a envie toujours que les activités de la famille deviennent légales, mais il commence à sentir que c'est difficile. Il commence à sentir que peut-être il n'a pas tout pour y arriver. Et en fait, ce qui l'en empêche, c'est ce que je vous ai donc dans le premier extrait. Et comme il n'a pas conscience que lui-même, il a un obstacle à ce que les activités de la famille Corleone deviennent légales, et bien du coup, il est dans une dualité, complexité. Il a envie que les affaires marchent, il a envie de les faire avancer dans la bonne direction, mais en même temps, les seules méthodes qu'il connaît, c'est la menace, c'est la violence, c'est la vendetta. Et il n'a pas finalement de compétences de dirigeant d'entreprise. Et donc, il est obligé de retomber dans ce qu'il connaît lui-même. Et donc, on regarde le troisième extrait. Donc là, Michael va encore passer un cran. Il est beaucoup plus vieux. Le tournage, d'ailleurs, s'est déroulé bien des années plus tard. Al Pacino a eu le temps de vieillir. On sent qu'il est fatigué. Il a de la tension nerveuse beaucoup plus forte. Et donc là, il a vraiment essayé de rendre les activités de la famille beaucoup plus légales. C'est un grand donateur. Il va être décoré pour son action sociale. Donc il y a une apparence de respectabilité, il joue très très bien le rôle de l'homme respectable et donc il sauve les apparences pour son business de mafieux, mais il commence à y croire, il commence à croire que c'est sa vie, qu'il est réellement quelqu'un de respectable. Sauf que là on va voir une autre scène qui est culte, où en fait à chaque fois qu'il veut avoir une activité légale, il subit des menaces, il y a des gens qui essaient de ruiner son business, et donc comme lui-même s'est pas regardé en face, lui-même n'a pas vu sa part d'ombre et n'a pas du coup fait le travail pour changer, sa réaction est toujours la même, comme donc dans l'épisode précédent Lactao, il va réagir avec des menaces et il va avoir cette phrase magnifique qu'on regarde tout de suite. You can't be doing this alone. Just when I thought I was out, they pulled me back in. Et donc là, très très drôle, cette phrase est culte, il y a une très très belle parodie, je vous la mets dans Les Sopranos qui a été beaucoup vue sur les réseaux sociaux. Cheer me up, babe. Just when I thought I was out, they pulled me back in. Huh? Zappuccino. Fucking spitting at me. Là, on voit qu'en fait, il est beaucoup plus désenchanté, Michael. Là, il a toujours pas compris quelle était la cause de son incapacité à transférer les activités de la famille Corleone dans des activités légales et que lui-même aussi puisse se comporter comme quelqu'un de respectable. Mais là, il y a quand même un aveu d'échec. Sa réaction, elle est de frustration, très clairement. C'est aussi une réaction de fatigue. Il a donné sa vie. Lui, donc je vous le rappelle, dans le premier extrait qu'on avait vu, il voulait être la continuation de son père, mais différemment. Son père les avait sortis de la misère, les avait rendus riches et puissants, et lui, son but, c'était maintenant de garder cette richesse et cette puissance, mais de devenir respectable. Et là, il y a un vrai aveu d'échec. Il sait qu'il n'a pas réussi à rendre la famille respectable, il est toujours obligé d'utiliser les mêmes méthodes, et donc à chaque fois qu'il essaie d'en sortir, on le remet dans l'engrenage et il est obligé de réutiliser son réseau et ses méthodes mafieuses pour conserver leur business, pour défendre leurs affaires. Donc maintenant, on passe au regard de ciné-coaching. Donc d'abord, à votre avis, je l'ai un petit peu dit, mais qu'est-ce qu'a ressenti Michael Corleone dans ces trois passages ?
Donc là, ce qui est beau en fait dans ces 3 extraits, c'est qu'il y a une réelle volonté de Michael Corleone, un désir très conscient d'être dans la normalité, de rendre sa famille respectable, de changer le nom des Corleone en nom qui soit acceptable, qui soit respectable, et donc, encore une fois, prolonger l'histoire de son père et de passer à l'étape suivante, de faire finalement son chemin, d'avoir laissé sa trace dans sa famille pour la faire évoluer. Donc ça, c'est son désir conscient, il essaie vraiment, d'où la dernière scène qu'on vient de voir, où il est frustré, il est ému parce qu'il n'a pas réussi à faire le chemin qu'il voulait faire pendant sa vie. Et donc pourquoi il n'a pas réussi à faire ce chemin ? Donc ça, c'est plutôt l'ombre qui parle. En fait, comme il n'a pas réussi à accepter la part de lui-même qui était négative, qui était de l'ombre, qui appartenait aussi à l'histoire de sa famille et à la violence qu'a subi son père quand il était enfant, qu'il a amené avec lui à New York, qu'il a mis dans sa vie professionnelle, si on peut dire, et qu'il a transmis inconsciemment à ses enfants. Alors du coup, je fais une petite parenthèse à cet endroit-là. Il y a pas mal d'études récemment sur 2 phénomènes. Un phénomène qui est la passation génétique des traits de personnalité, ou voire même de potentialité d'avoir un cancer ou d'avoir une maladie. Nos parents ont vécu des choses, ou nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont vécu des choses, et parfois, en fait, c'était tellement violent que ça a pénétré leur ADN, et potentiellement, parfois, ils l'ont transmis à leurs enfants, à leurs petits-enfants, etc. Donc ça, c'est un premier point. Et puis après, il y a l'éducation, il y a tout ce qu'on passe à nos enfants de manière inconsciente. Le meilleur moyen de faire lire vos enfants, c'est de lire, parce que les enfants, ils ont envie de faire comme leurs parents. Et donc là, ce que Michael n'a pas voulu voir, c'est qu'en fait, ses parents, en tout cas son père plutôt, mais en ayant toujours un climat de violence, en étant un parrain, en voyant la violence, la pression, la menace, les meurtres autour de lui, qu'il veuille ou non, il est imprégné de cette culture du meurtre, de la violence, de la vendetta. Et donc le fait qu'il n'ait pas adressé, qu'il n'ait pas regardé ça, qu'il n'ait pas accepté, et encore une fois qu'il n'ait pas fait ce tri, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il se retrouve dans une situation où il vit dans l'illusion que sa famille est une famille respectable, qui fait ce qu'il faut pour qu'elle soit respectable, mais la meilleure manière pour que sa famille soit respectable, c'est de se changer lui, et c'est que lui soit respectable, qu'il ait un comportement respectable. Et donc c'est ça, donc j'enchaîne sur ce qu'il ne voit pas, ce qu'il n'a pas vu, ça c'est logique. Ce que Michael ne voit pas, c'est qu'en fait, son désir, son mantra de rendre la famille respectable, c'est l'illusion dans laquelle il vit, et c'est l'illusion qui lui permet psychologiquement de justifier ses actes. Puisqu'il n'est pas à l'aise du tout avec la personne qu'il est, il ne voulait pas devenir cette personne, et donc c'est ce qui lui permet d'accepter sa vie et de vivre avec les actes qu'il a commis, donc certains traits, évidemment les meurtres, mais des meurtres d'adversaires qui pouvaient potentiellement le faire tuer, c'est plus facile à accepter moralement, mais le meurtre le plus grave pour lequel il va se confier dans l'épisode 3, c'est le meurtre de Fredo, le meurtre de son propre frère. Et donc la seule façon qu'il a pour lui de vivre avec lui-même, c'est de se dire que tout ça, tous ces actes, ils sont justifiés par un but plus grand, qui est son chemin de vie, son parcours de vie, dont là, il commence à prendre conscience qu'il ne l'a pas réalisé. Et donc, je l'ai un petit peu dit aussi, ce qui fait que Michael n'y arrive pas, c'est qu'il n'a pas les compétences. C'est pas un businessman, il n'a pas grandi dans une famille où on a l'habitude de faire des pressions légales, où on a un réseau politique, où on a fait des grandes écoles et où on parle le langage du business. Lui, son héritage, c'est un héritage de violence. Et donc, à chaque fois qu'il a fallu... et donc il exprime très très bien dans la scène 3, à chaque fois qu'en fait il est confronté à une difficulté, en fait c'est pas qu'il le remette, qu'il l'oblige à revenir et à retrouver ses méthodes, c'est qu'en fait il n'en connaît pas d'autres. Et ça, il n'a pas vu parce qu'encore une fois il n'a pas été capable de faire le tri entre ce qu'il voulait être, ce que ses parents lui ont laissé, et ce qu'il avait vraiment pour devenir cette personne. Donc ce qui nous amène au 3e point, c'est qu'en fait il finit par croire que l'histoire qui raconte que la famille Corleone va être bientôt respectable, avoir uniquement des activités légales, c'est une illusion. C'est l'illusion qui lui permet de survivre, d'accepter sa vie, mais aussi qui l'enferme, parce qu'à force de raconter cette histoire, encore une fois, il n'arrive pas à mettre en face le comportement qui est nécessaire pour que ça devienne une réalité. Et donc, ce qui m'arrive à une question tout à fait logique, c'est est-ce qu'il t'arrive de te dire des choses ou de dire des choses aux autres pour te donner bonne conscience? Si c'est le cas, peut-être que ça vaut le coup d'aller regarder à cet endroit-là s'il n'y a pas quelque chose de l'ordre d'un mensonge qui favoriserait
une illusion, une histoire que tu te racontes qui serait plus agréable que la réalité. Et donc on en arrive aussi au point finalement de avec quoi on repart de cette partie de la vidéo. Donc là, la première question, c'est est-ce que tu fais vraiment tout ce qui est nécessaire pour aller dans le sens de ce que tu as envie de réaliser, de la personne que tu as envie d'être? Ou est-ce que certaines de tes actions, finalement, si tu prends le temps d'y réfléchir maintenant après avoir vu les extraits et après avoir ressenti des choses en regardant Michael dans cette situation, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui nourrissent plutôt l'illusion que le désir réel de devenir une certaine personne, d'accomplir certains projets, etc., etc. La deuxième question qui est assez proche, c'est aussi, est-ce que tu te racontes quelque chose que tu vas accomplir dans le futur? Est-ce que tu te dis, oui, non, mais ok, là en ce moment c'est dur, ou en ce moment je suis pas tout à fait là où je voudrais être, mais parce qu'en fait dans 5 ans ou l'année prochaine, je vais faire ceci, l'année prochaine, je vais réaliser. Il y a une très jolie vidéo, je crois, qui est sur ma chaîne YouTube de Brel, où il raconte justement ça. Il se balade et puis il rencontre des gens qu'il connaît. Puis il y a un gars qui lui dit, oui, alors là, pendant 1 an, je vends des bretelles, puis après, j'aurai assez d'argent, l'année prochaine, je ferai vraiment, je vais monter sur scène, je vais chanter, je vais faire un spectacle, etc., etc. Puis il le rencontre 2 ans après, 3 ans après, et en fait, à chaque fois, il a un projet qui est temporaire, qui va lui permettre ensuite de faire ce qu'il a envie de faire. Mais la réalité, c'est qu'il ne fait pas là, maintenant, ce qu'il a envie de faire. Il n'est pas en train d'être la personne qu'il a envie d'être à l'instant T, ou en tout cas la personne qui commence à être la personne qu'il voudrait être, ce qui va l'amener progressivement, évidemment, vous voyez où je veux en venir, à être cette personne. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en retirer? C'est que pour devenir la personne que vous voulez être, il faut commencer à se comporter comme cette personne se comporterait. Ça ne veut pas dire la copier, c'est pas dire copier non plus l'illusion, mais commencer à adopter les comportements difficiles, les choses qu'elle a été capable de faire, et donc pas tout faire d'un coup, mais déjà commencer, s'y mettre et faire des choses difficiles, sortir de votre zone de confort pour aller dans le sens de ce désir-là. Donc pour les gens par exemple qui ont envie de voyager, mais qui disent qu'ils voyageront quand ils auront plus d'argent, quand ils auront plus les enfants à gérer, etc., etc., ou qui se mettront au piano, j'en sais rien, peut-être que ça veut dire de commencer par voyager déjà dans sa tête, en s'ouvrant à des littératures, à des cinémas qui permettent de sortir de soi et de s'ouvrir à des choses qu'on ne connaît pas. Ça peut être aussi d'aller faire une balade dans la ville où vous habitez ou dans la nature environnante. En fait, finalement, d'aller chercher ce que vous ne connaissez pas et qui va vous amener à apprendre des choses et à commencer le chemin que vous avez envie de réaliser. Ce sera déjà plus facile, notamment quand vous aurez commencé, même si vous avez fait un tout petit pas. Et donc là, si on reprend l'exemple de Michael, ce qui lui aurait permis de devenir donc cette personne respectable et d'amener sa famille vers la respectabilité, ça aurait été de perdre un deal. C'est-à-dire quand il a été confronté à des menaces pour son business, à des difficultés, d'accepter l'apprentissage et de se dire je sais pas faire, je ne veux plus menacer, donc je vais pas menacer, je vais laisser ces méthodes de côté. Et donc je vais essayer de rencontrer des gens qui peuvent m'instruire, je vais peut-être reprendre les études, je vais tant pis, perdre ce business et comprendre comment je l'ai perdu et comment j'aurais pu agir pour ne pas le perdre. Évidemment, pour notre plus grand plaisir, il est passé à côté de ses apprentissages. Et donc, on a vu comment Michael se mentait à lui-même, on a vu comment il se justifiait. Et non, on va voir ce que ça coûte de se mentir à soi-même. You don't have to do this to me, please. Doing what? What do you mean? Come on! Mary, please Dad? Donc voilà, on vient de revoir donc la scène de l'ouverture de cette vidéo. On vient de voir que Michael vient de perdre tout ce qui compte le plus pour lui à 2 égards. D'abord sa fille qu'il aime,
qui est celle dont il se sent le plus proche. Oui, puisque d'une certaine manière, en fait, il a légué la mafia donc à son neveu, et il a légué la marque Corleone donc à sa fille, qui maintenant fait des investissements avec le Vatican, qui est extrêmement respectable, décoré, etc., etc. Et donc c'est ça qui s'effondre. Et donc évidemment, ma question c'est qu'est-ce que tu as ressenti en voyant donc toute la vie de Michael Corleone s'effondrer. Évidemment, il y a la perte de sa fille, mais qu'est-ce que tu as ressenti avec le personnage et avec finalement son projet de vie qui d'un coup s'effondre. Et à mon sens, c'est toujours un petit peu comme ça, on est toujours sur un fil. Il y a des moments où on se sent plus en confort, mais la vie nous fait des croche-pieds aussi. Et donc réussir son projet de vie, c'est pas si simple. Et donc ça demande de connaître son ombre. C'est ce qu'on voit donc dans la deuxième partie, le regard donc de distanciel, le regard extérieur, voilà, c'est le mot que je cherchais. En fait, si ça n'a pas marché, c'est parce que Michael n'a pas vu son ombre. Il n'a pas vu que tuer tous ses opposants, tuer tous ses ennemis, ça lui reviendrait forcément à un moment comme un boomerang. Et c'est peut-être la leçon à retenir de cet épisode, c'est que si vous ignorez votre ombre, si vous ignorez ce qui vous, la partie moins lumineuse, la partie plus négative de vous-même, cette partie négative, cette ombre, elle va vous revenir en boomerang dans le visage et elle sera d'autant plus violente. Donc ça c'est le premier point que Michael n'a pas réussi à voir, c'est qu'en fait il peut pas tout contrôler, il peut pas contrôler sa sécurité, il peut pas contrôler la sécurité de ses proches, et donc ça c'est une vraie illusion qu'il a créée autour de lui à force de se mentir. Le deuxième point, c'est que qui est assez drôle d'ailleurs, c'est qu'en fait il n'a pas vu que cette violence, ce désir de vendetta et peut-être un peu aussi cette malice, en fait sa fille elle l'a aussi. Sa fille elle s'amuse beaucoup du rôle de respectabilité que son père a envie de se donner, elle s'amuse beaucoup de l'histoire qui se raconte de leur famille, elle a beaucoup plus de recul d'ailleurs que lui sur ce qu'ils sont. Et puis aussi sa fille elle est très attirée par son cousin, donc elle a très bien compris que c'était un petit voyou, dont elle a très bien compris finalement qu'il ressemble à son père, il est stratège, il est violent, et donc c'est lui qui va reprendre la partie mafia de la famille, et donc elle est très attirée par ce cousin qui ressemble à son père. Donc en fait sa fille qui pensait être la bonne personne pour reprendre les activités légales et transformer enfin la famille en famille respectable, quand bien même elle aurait été vivante, je ne suis pas sûr qu'elle aurait été complètement la bonne personne. Et puis un dernier point, c'est l'aveuglement final, c'est-à-dire que je vous disais déjà que notre ombre, elle nous revient en boomerang de manière très violente. Là, il y a un passage que je ne vous ai pas montré, mais j'en ai parlé, c'est qu'à un moment, le gros cas de conscience de Michael, c'est qu'il a fait assassiner son frère, qu'il aurait très bien pu éloigner, et même si son frère l'avait trahi, il a vraiment commis un acte qui est un sacrilège, il a fait tuer son propre sang, et donc ça lui revient en boomerang aussi. Il a confondu finalement le pouvoir et le salut. C'est pas parce qu'il a le pouvoir et l'argent de corrompre, de faire exécuter, etc., que son âme elle est sauvée et qu'elle ne va pas en subir les conséquences. On a vraiment le sentiment quand on regarde cette scène que c'est vraiment une scène d'opéra, que c'est une grande tragédie. Le personnage donc, de Michael est évidemment tragique, mais là on a vraiment le sentiment aussi que c'est un opéra religieux, puisque la foudre qu'il frappe, les conséquences de ses actes sont aussi extrêmes que les actes qu'il a commis dans le passé, et à mon sens il est aussi puni pour avoir bravé l'interdit de tuer son propre sang. Donc plus grave sont nos actes, et parce qu'on n'a pas regardé notre ombre, donc c'est-à-dire moins on a regardé qui on était et nos noirceurs, notre part d'ombre, nos aspects négatifs, plus on est capable de commettre des actes qui sont limites. Et donc sur ce sujet, vous pourrez regarder aussi l'article que j'ai fait mercredi sur mon site, qui raconte du coup un dirigeant que j'ai coaché, qui était exactement dans cette circonstance-là. Il était confronté à une prise de décision, une décision qu'il trouvait assez limite, et il n'arrivait pas à déterminer si c'était quelque chose qu'il pouvait faire et qui pourrait lui permettre de se regarder dans le miroir et de dire ce qu'il avait fait à ses enfants, ou si c'était vraiment au-delà de la limite et qu'il fallait qu'il évite à tout prix de prendre cette décision. Et donc Michael, lui, comme il n'a pas du tout regardé cette noirceur à l'intérieur de lui, il a complètement franchi la limite, il a dépassé les bornes, et donc là, il est frappé par les dieux avec l'infamie, c'est-à-dire la mort de sa fille devant ses yeux, alors qu'elle représentait tout l'espoir qu'il avait dans la respectabilité de la famille Corleone, et donc aussi toute la vie qui avait été la sienne, qu'il avait donnée pour que sa famille, justement,
pour la persistance de sa famille et qu'elle devienne aussi respectable. Et donc là, du coup, je suis curieux, je me demande en regardant la vidéo, est-ce que du coup, tu arrives un petit peu mieux à voir ce que tu n'arrivais pas à voir avant donc, du parrain, de Michael Corleone, mais aussi de toi-même, notamment cette part de rationalisation, c'est-à-dire on se ment tous à nous-mêmes, c'est normal. C'est le chemin de découverte de soi, c'est le chemin de la vie. On essaie de réaliser notre projet de vie. Au fur et à mesure qu'on essaie de réaliser notre projet de vie, on se trouve face à des obstacles. Et ces obstacles, ils nous permettent de mieux percevoir la réalité et aussi de mieux nous percevoir nous-mêmes, de mieux nous comprendre. Et donc, si on fait ce travail, qu'on regarde son ombre, de ensuite mieux se rapprocher de notre chemin de vie. Et donc là, donc c'est normal cette rationalisation, et donc est-ce que tu as pu mettre le doigt sur quelque chose que tu rationalises et qui au fond te permet de continuer de te mentir à toi-même. Et donc on va regarder un deuxième extrait donc, qui est aussi la conséquence du comportement de Michael, donc du mensonge initial, et puis ensuite de sa rationalisation, et donc de son incapacité à adresser, à regarder sa part de noirceur. Et donc là il est seul, vieux, et il va mourir du coup finalement à l'inverse de son père. Son père était mort en train de cueillir des oranges et de manger des oranges avec son petit-fils dans leur jardin paisiblement après du coup une longue vie. Là Michael il va mourir seul dans son jardin avec une orange à la main. Donc le parallèle est saisissant. Il est d'autant plus saisissant que je ne sais pas si vous le savez, mais l'orange a une portée symbolique dans le film. Ce sont des oranges siciliennes et donc elles représentent la violence, la mort, aussi la vendetta. Et donc finalement, on voit comment son père qui a tué seulement pour des raisons business quand c'était nécessaire, avec une certaine moralité, en étant lucide sur qui il était et ce qu'il faisait, a pu mourir tranquillement dans son jardin à manger des oranges qui d'ailleurs étaient... au moment où on a tenté de l'assassiner, il était en train d'acheter des oranges, pour ceux qui ont vu donc l'épisode 1. Et puis, à l'inverse, donc Michael Corleone meurt seul avec une orange dans la main qui tombe quand lui-même quitte la vie. Donc on regarde cet extrait, et puis après on fera le débrief final de l'épisode et de ce qu'on peut en retirer. Et donc là, on vient de voir donc, ce passage. Donc encore une fois, c'est d'autant plus saisissant avec la mort de son père que, en fait, Michael, tous ses frères sont morts, son père est mort, sa mère est morte, ses enfants, enfin son fils lui parle plus, Kay non plus. Elle est peut-être morte, c'est pas à ce moment du film, mais bon, bref. Et donc en fait, il est complètement seul, il va mourir seul et il n'y aura personne pour le pleurer, il n'y aura personne pour être là avec lui et l'accompagner dans la mort. Et donc finalement, ça raconte aussi son parcours, ça raconte comment son ombre a tout dévoré jusqu'à la mort de sa fille et sa propre mort dans l'isolement le plus parfait. Et donc, qu'est-ce que ça signifie, cette solitude, cette mort de Michael Corleone? Ça signifie que, finalement, je vous l'ai un petit peu dit avant, notre ombre, si on ne l'adresse pas, si on ne la regarde pas, si on ne l'accepte pas, si on n'accepte pas de rire, de blaguer de ses défauts avec son conjoint, avec sa compagne, avec ses potes, en fait, ça devient quelque chose qui nous ronge, ça devient quelque chose qu'on va prendre à un moment ou à un autre comme un boomerang dans notre tête, de manière très violente. Et donc finalement c'est aussi ce que je vous disais tout à l'heure, le bon exemple c'est probablement l'exemple des enfants. Pour qu'un enfant devienne quelqu'un de respectable, quelqu'un de sympa, quelqu'un qui lit, quelqu'un qui sait jouer de la musique, peu importe, pour les parents, ce qui compte c'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait. Et donc on a vu au tout début de l'épisode que Michael dit être différent, séparé de sa famille, mais au fond, quand il va être confronté à la réalité des conséquences que subit sa famille, il va se comporter comme eux. Et donc là c'est pareil, pour les enfants, si on veut qu'ils lisent, si on veut qu'ils se mettent au piano, si on veut qu'ils soient sympas, qu'ils respectent notre temps perso, etc., en fait il faut se comporter
comme on voudrait qu'eux se comportent, comme on voudrait qu'ils deviennent, et donc, parce qu'en fait, ils vont copier ce comportement. Et donc, c'est ça qu'a pas vu Michael. Pour devenir la personne respectable, le bon américain, le boy scout un peu presque, qu'il aurait voulu incarner, il aurait fallu qu'il commence à se comporter comme un boy scout. Et les boy scouts sont pas parfaits, ça voulait pas dire être parfait. Si votre sujet c'est la perfection, vous pouvez aller voir le premier épisode sur Pleasantville. Mais en tout cas, ça a commencé par donc accepter son ombre, qui là, comme vous l'avez vu, lui est revenu en pleine tête avec des conséquences terribles, dramatiques. Alors, on récapitule avec quoi vous repartez de cet épisode. Donc, premier point, c'est que Michael, il s'est menti 3 fois. Donc, première fois, il s'est menti en se disant « je suis différent », alors qu'en fait, pas du tout. Premier moment où il a été confronté à la réalité, il a agi comme ses frères, ses sœurs, son père. Deuxième mensonge, la famille sera légale, légitime, respectable dans 5 ans. Bah en fait, non, parce qu'il ne se comporte pas comme quelqu'un de légitime, de respectable, etc., etc., je viens de le dire. Et puis, troisième point, je suis un pilier pour ma famille, j'assure la continuité, le pouvoir, l'argent et bientôt la respectabilité de cette famille. Et ben en fait, non, puisqu'elle n'a pas été capable ni de protéger sa fille, ni de protéger les liens avec Kay, avec son fils, et donc il meurt seul. Et donc à chaque fois qu'il a refusé de voir son ombre, elle a grandi, elle a pris plus de place, elle l'a dévoré, elle a généré et encouragé son orgueil, son ego, mais aussi sa violence et son besoin de pouvoir. Et donc si vous deviez retenir qu'une chose, c'est que ce que tu refuses de voir finit par te dévorer. C'est notre cas à tous. Et donc cette ombre revient toujours en boomerang comme je vous le disais, mais justement, grâce à cette vidéo, grâce au travail qu'on fait ensemble, tu peux avoir une vie différente, tu peux apprivoiser ton ombre, ta part de noirceur, la part de choses pas cool qui te constituent, que tu as hérité probablement des rencontres, de ton vécu, de ta famille aussi, puisqu'on a vu dans cet épisode l'impact génétique mais aussi émotionnel de la famille sur qui nous sommes. Et donc ça, on peut pas le nier. Mais tu peux choisir de faire ce que tu veux de ta vie et d'adopter un comportement qui te permette d'être à terme, pas tout de suite évidemment, mais à force d'efforts et à force de comportement dans le sens de ce que tu as envie d'accomplir, la personne que tu voudrais être. D'ailleurs, je vous mets un petit livre ici qui s'appelle Apprivoiser son ombre. Voilà, vous irez voir. C'est une bonne introduction à comment on peut travailler sur ce sujet. Et du coup, c'est aussi l'occasion pour moi de vous livrer quelque chose de plus personnel, puisque en faisant l'épisode, j'ai pas mal réfléchi. Ça m'a fait penser de revoir aussi les extraits et de construire la structure pour vous. Et en fait, on a tous notre part d'ombre. Moi aussi, j'ai la mienne, et je me suis rendu compte en faisant cet épisode que j'ai besoin de l'amour, de l'attention, du regard des autres. Ça fait partie de ma personnalité, ça fait partie de mes blessures. Et donc, c'est très important pour moi que vous likiez cette vidéo. C'est très important pour moi surtout qu'elle vous soit utile, qu'elle vous apporte des choses dans votre vie. Et puis peut-être aussi qu'elle vous donne envie de voir les films et qu'elle vous transmette ma passion, mon plaisir de voir des films. Mais au fond, ce que j'ai compris en faisant cet épisode, c'est que ma vie, elle a de sens que si je suis utile. Et donc, c'est pour ça que j'y passe du temps à vous faire ces vidéos. En quoi c'est intéressant et en quoi c'est une leçon pour vous, ou en tout cas une passe décisive, c'est que à partir du moment où on est conscience de ça, à partir du moment où je suis conscience de cette ombre qui plane sur moi, du besoin, donc encore une fois, d'attention, d'affection, d'amour, etc., de reconnaissance, pour le dire différemment, ça m'oblige à regarder quelles en sont les causes et à travailler à l'intérieur de ces causes pour guérir les blessures qui les ont amenées. Pourquoi ? Pour que, j'en sais rien, admettons que cette chaîne marche, que ce soit un grand succès, je vais recevoir beaucoup d'attention, je vais recevoir beaucoup d'amour, mais il y a un moment où ça peut s'arrêter aussi. Et la difficulté de quand vous ne travaillez pas justement sur vos ombres, c'est que quand ça s'arrête, quand vous obtenez plus le stimuli qui compense votre blessure, et ben en fait la violence elle revient puisque vous n'êtes pas guéri. Et donc moi, ce avec quoi je repars de cette vidéo, c'est de devoir travailler à m'aimer un peu plus par moi-même, sans le regard des autres, sans leur approbation, sans leur reconnaissance, sans là aussi leurs gestes très doux, très sympas d'affection et d'attention. Voilà. Donc n'hésitez pas, j'ai été sincère, je partage avec vous, n'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous, ça vous aura évoqué, ce sur quoi vous pensez que vous devez travailler. Et un dernier point, prends le temps d'y réfléchir, prends le temps de poser ça sur du papier. Je te laisse avec 3 questions. La première, c'est quelle part de toi tu refuses de voir ? On a beaucoup évoqué ça dans l'épisode, donc là peut-être que ce sera un petit peu plus facile de le ressentir. N'hésite pas à re-regarder les épisodes ou à re-regarder la trilogie, ça pourrait aider. Deuxième question, quel mensonge tu te racontes sur ton futur ? Est-ce que tu te racontes une histoire que
tel sujet, telle situation sera mieux dans l'avenir, que tu fais ce qu'il faut, interroge-toi sur est-ce que c'est réellement le cas ou est-ce que c'est l'illusion qui te permet de supporter la réalité, le présent. Donc encore une fois, tranquille, prends ça et puis reviens-y dans quelques temps avec du papier à froid. Et puis troisième question, qu'est-ce que tu risques de perdre si tu continues comme ça ? Puisqu'on a vu que Michael avait tout perdu, que finalement, un peu comme une formule Excel, étirer les mêmes causes avec la même formule, en fait, ça a amené des conséquences qui étaient inévitables, qui étaient logiques. Et là, c'est pareil. Du coup, est-ce qu'il y a des choses que tu as peur de perdre ? Et donc, on revient sur ce qu'on fuit, ce qu'on ne veut pas regarder en face, c'est souvent ce qui arrive. Ce que tu as peur de perdre ou ce dont tu as peur peut-être pour ta vie, c'est peut-être ça qu'il faut regarder parce que c'est peut-être ça qui va arriver. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis merci pour cette vidéo, je pense qu'elle était mieux, je pense que c'est ma meilleure, j'espère que c'est le cas. En tout cas, j'ai été sincère, plus sincère que d'habitude, je crois. Donc j'imagine que c'est le chemin et surtout, je l'ai fait pour vous. Donc j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce, à partager à vos potes. Et est-ce que j'ai un dernier truc à vous dire ? Oui, j'ai un dernier truc à vous dire. Truc très important, Le Parrain ressort au cinéma le 4 décembre, c'est pour ça que j'ai fait la vidéo, notamment dans les cinémas pâtés, donc faites-vous un kiff. 4 décembre Le Parrain, 11 décembre Le Parrain 2 et j'imagine 18 décembre Le Parrain 3. Donc voilà, profitez-en, revoyez cette sublime série qui est vraiment un chef-d'œuvre. Et puis laissez des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, des questions que ça vous a évoquées, s'il y a d'autres questions auxquelles que vous voulez que je réponde avec des films. Voilà, à très vite, je vous embrasse et voilà.